pas bien centré. Moi, je suis pas bien centré. Oh, tu penches à droite un peu. Je penche à droite. Oui, ça se peut. Ça se peut que je penche un peu à droite. Mais par certains aspects, je pense un peu à droite. Mais par d'autres, je pense à gauche. Alors, au final, ça Oui, se. mais là t'es pas, là, tu penches à C'est comme, droite, là, c'est comme sur l'écran. les piles d'un pont n'en ayant que deux, si tu veux. Bref, bonjour à tous, bonjour à toutes. Après cet intermède pré-estival, je dirais, nous reprenons le cycle des séances du Cercle du Renouvellement Spirituel et nous poursuivons euh, la, la discussion autour du thème que j'ai ouvert l'autre fois, qui s'intitulait Mystère et connaissance, concept et percept et leurs implications. Des choses un petit peu. Voilà, c'est de la réflexion vraiment en cours. On est vraiment dans un travail de recherche, là, vraiment pour le coup, exploratoire. Et donc j'ai exposé en deux parties. Hein, donc je renvoie donc sur le site du Cercle du Renouvellement Spirituel. Il y a une page dédiée à ça avec tout un tas de références, le PDF de la présentation et un certain nombre d'autres liens. Malheureusement, la dernière fois, nous n'avons pas eu le temps d'entrer dans le vif du débat, notamment sur la deuxième partie, sur les perspectives que cela ouvre ou que ça ferme, hein, terme notamment. Et j'ai une mouche qui n'arrête pas de se mettre sur moi, que ça la ferme, notamment pour l'hypothèse que j'aimais pour les monothéismes. Donc, nous avions convenu de reprendre ce débat dans une deuxième partie, et voilà l'objet de ce jour. Malheureusement, Claude ne pourra pas être de nôtre aujourd'hui. Je lui demanderai s'il veut faire une contribution par ailleurs, on ajoutera comme une troisième partie, si on peut dire. Je propose, messieurs, qui est-ce qui veut enchaîner donc je vous avais demandé de revisionner ce que j'ai fait moi-même ce matin pour me remémorer nos échanges et ce dont il s'agissait, parce que c'était un peu touffu quand même, hein, c'est moi qui peux dire, voire pour pas dire confus, la dernière fois. Et donc, je vous propose d'embrayer directement. Eberhard, est-ce que tu veux commencer ou Christian? Je ne sais pas, celui qui souhaite. Vas-y, Christian, vas-y, Christian. Oui, alors, moi, j'avais dit la semaine dernière que l'exposé de Luc contenait beaucoup de choses intéressantes, voire contenait que des choses intéressantes, mais que il me semblait qu'il fallait en tirer une direction d'échange et de débat. Il s'agissait en fait d'une thèse, hein, je ne vais pas reprendre l'énoncé, mystère et connaissance, percept et concept, à partir duquel nous avons échangé, et il y a beaucoup d'éléments qui ont surgi. On a parlé de la connaissance, du nihilisme, la mise en cause du monothéisme, et comme un vecteur d'une spiritualité de demain ou pas. Et puis, moi, je me suis arrêté sur une question dont j'aimerais faire le thème d'un échange entre nous, qui est apparu comme ça, de fil en aiguille, dans le courant de nos échanges. C'est la question, c'est la suivante. Pourquoi les personnes intelligentes croient-elles à des choses stupides? Et Luc avait commencé à donner, non pas une explication, mais sa vision de cette problématique, en nous montrant des schémas, enfin des petits dessins, nous parlant d'une vidéo, etc., etc. Et puis on s'était arrêté là-dessus. Alors moi j'ai eu envie de poursuivre sur cette, à partir de cette question, parce que j'aime bien, ils ont énoncé, commencé des réunions en posant une question.
ça me semble plus porteur d'échange que d'une thématique à partir de laquelle on va pouvoir faire un exposé, je dirais un monologue qui peut durer des heures et des heures. Alors, cette question, elle tourne autour de la spiritualité. Enfin, c'est à partir de la spiritualité que cette question a émergé. Et on a évoqué la différence qu'il y avait entre la connaissance et l'intelligence, ou plus exactement, on n'a pas évoqué, mais j'ai immédiatement pensé qu'il fallait le faire, et puis ça a été la fin de l'heure qui nous était impartie. Pourquoi les personnes intelligentes croient à des choses stupides? D'abord, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire une personne intelligente? Est-ce que c'est une personne qui a des connaissances ou une personne qui a un QI? Alors, QI, c'est une mesure, un petit peu comme le PIB est une mesure en fait, de la valeur ajoutée d'un mode de faire valoir économique. Le QI va se mesurer avec un certain nombre d'outils. Voilà. Et donc, le QI est pas forcément parallèle de la connaissance, parce qu'on va pouvoir identifier quelqu'un qui a un QI très important, et puis qui a vécu dans la jungle, par exemple, qui a strictement aucune connaissance autre que celle de la saisonnalité des baies sauvages qu'il va ramasser ou des animaux sauvages qu'il va pouvoir capturer afin de se sustenter. Par contre, la connaissance, c'est un acquis. La culture, on a parlé de la culture comme étant le fait générateur. Enfin, c'est moi qu'on ait parlé, hein, on n'est peut-être pas d'accord. Il me semble d'ailleurs, en revisionnant la vidéo, que Luc a hoché de la tête en disant non, non, c'est pas vrai ce que tu dis là. C'est pour ça que je me fais un plaisir de le répéter aujourd'hui, n'est-ce pas, que l'homme est sorti du règne animal. Il dit qu'il est sorti du règne animal parce qu'il a acquis, oui, il le dit, bien entendu, il a acquis une culture. La culture, c'est tout ce qui est naturel, privatif. La vie naturelle, c'est manger, dormir avec les ressources renouvelables qui sont de soi. Donc, alors, cette culture, elle génère de la connaissance qui s'est agrégée petit à petit, qui s'est écrite et qui s'est accumulée dans des livres, et on a des tables de la connaissance, et des références, des livres, etc. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce qui a été dit la semaine dernière, c'est qu'on a parlé de la connaissance qui n'était pas cette connaissance-là. C'est Claude notamment qui en a parlé, comme il a dit, il faut retrouver la connaissance originelle par la spiritualité. Et là, je lui ai dit, oui, Claude, d'accord, attention, mais je ne veux pas qu'on emploie le mot retrouver, parce qu'on ne l'a jamais trouvé, mais que la spiritualité, c'est la recherche d'accéder à une connaissance qui n'est pas la connaissance de la culture de l'homo economicus industrialis. Bien, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour revenir, en revenant à notre affaire de pourquoi, alors qui est une affaire très politique, et bon, ça va être intéressant, me semble-t-il, de faire un pont, un viaduc entre la politique et la spiritualité. Pourquoi les personnes intelligentes croient à des choses stupides? Alors, Luc avait parlé de l'efficacité de la propagande, c'est qu'on ne cherche plus à dire des choses intelligentes. Enfin, les héros, H-E-R-A-U-T, les héros de la pensée ambiante, ou de la pensée dominante, eh bien, manient l'efficacité de la rhétorique, se contrefiche totalement, disons, de l'intelligence de ce qu'il raconte, voire d'ailleurs de la vérité. Bien. Mais pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes intelligentes? Alors, des personnes qui ont un QI élevé ou des personnes qui ont une connaissance importante. Voilà. C'est là que je pense qu'il y a deux catégories à faire, et à partir de ces deux catégories, on ne va pas avoir forcément la même réponse à la question.
les gens qui ont un QI élevé, alors là, c'est bon, je sors une idée qui n'a pas été travaillée. Hein. Les gens qui ont un QI élevé vont pouvoir effectivement être sensibles à l'efficacité de la propagande et vont pouvoir, tout en ayant un QI très élevé, croire à des choses stupides. Les gens qui ont une connaissance très importante, à mon avis, ça ne va pas marcher. Alors, il faut que je précise ma notion de la connaissance. Ma notion de la connaissance, moi, je vais introduire là un concept nouveau dont on n'a pas encore parlé, c'est le concept de la pensée critique. Et que la connaissance sans, je dis pensée critique, je ne dis pas esprit critique. Bon, on ne va pas faire, c'est mon dada actuellement, on ne va pas faire une conférence, je vais faire une conférence sur la pensée critique. L'esprit critique fait partie de la pensée critique englobant l'esprit critique et puis l'attitude critique, c'est-à-dire un état, disons, une posture quotidienne, je dirais 24 heures sur 24, d'être dans le cadre de cette pensée critique. Toutes les informations qu'on reçoit sont décryptées par notre logiciel de pensée critique, pour celui qui en a un. C'est ça l'attitude critique. L'esprit critique, lui, c'est la mise à disposition, l'utilisation d'outils très précis pour évaluer les informations que l'on reçoit. Donc, si l'on a une connaissance au sens de la pensée critique, on est hermétique, totalement hermétique à donc cette propagande rhétorique qui fait que des personnes intelligentes croient à des choses stupides. Alors, là encore, il s'agit d'un objectif, il s'agit d'un idéal, il ne s'agit pas de quelque chose qu'on doit retrouver, parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu, il s'agit effectivement d'un chemin d'accès, d'une ligne de mire, et pourquoi pas d'une nouvelle spiritualité qui consisterait à, justement, en réaction, mais pas forcément en réaction, étant mis en présence d'un environnement culturel, d'un environnement de pensée qui tend effectivement à à nous faire, en tant que personnes intelligentes, croire des choses stupides, eh bien, non pas le remède, mais l'outil pour lutter contre ça, c'est développer sa pensée critique, et ça peut être l'objet de la spiritualité, parce que c'est forcément spirituel dans la mesure où on n'est pas dans quelque chose de concret, d'automatique. Voilà, il y a une démarche mentale individuelle qui peut être encadré, effectivement, par des coachs de pensée critique dont je pourrais faire partie, nous pourrions faire partie. Et le débat. Comment? Et le débat. Et le débat? Oui, ben, le débat n'existe pas si on n'est pas intéressé par la pensée critique. Il n'y a pas de débat. Non, je ne veux pas de débat, c'est comme ça, voilà. Non, c'est par rapport à un individuel, pour dire qu'il y a aussi débat, c'est aussi un absolument. moyen d'alimenter, enfin, tu vois, c'est pas par opposition individuelle tout seul. Absolument. Le trajectoire d'une nouvelle spiritualité, est-ce que ça va être un travail individuel ou est-ce qu'il va être... Bon, voilà, disons les ouvertures que je vous propose. D'accord. Ok. Ok. J'avoue que je ne m'attendais pas à cette... Mais bon, c'est vrai que ça fait partie de l'exposé. Il n'y a pas de doute. Et ce que tu dis est très intéressant. Effectivement, cette distinction intelligence et connaissance, je pense qu'elle est fondamentale et explique beaucoup de choses. Je crois que tu as très bien pointé ça. Eberhard. Bon, percept et connaissance. Ok, c'est ça le sujet, hein? Bah, oui, connaissance, enfin mystère et connaissance. Hein, mystère et connaissance, que j'ai opposé, que j'ai conjugué, je dirais, avec concept et percept, en disant le concept se marie bien avec les notions de monothéisme qui aboutissent au monothéisme, et les percepts sont plus en relation avec l'animisme. Hein. J'ai
tracer cette Ouais. relation. Bon, Puis à la je fin vois. du truc, à la fin, j'ai dit, bah, il y a eu une trajectoire des humanités, je dirais, quelque part, suivant leur civilisation, justement, des civilisations, qui vont aller qui ont été vers le monothéisme, pas vers le Ouais. monothéisme, puis d'autres qui ont été donc du coup par la colonisation percutés par les monothéismes, etc. D'accord. Et que du coup, bah, peut-être on était arrivé à une impasse de cette voie. Voilà, Alors, voilà, en gros, en très résumé, ce que j'ai un petit peu expliqué. ouais, mais je veux relier ça à dans ce dont parlait Christian, effectivement, sur pourquoi des personnes intelligentes croient à des choses stupides. Mais il y a un point chez Christian, évidemment, sur lequel on s'oppose, parce qu'il manque un élément assez important, c'est la partie, le cœur, en fait. Et le cœur, donc dans un rapport mystique, quoi. Donc ça, c'est ce que je voudrais mettre en avant. Et je vais prendre comme exemple un livre que je viens de lire récemment, c'est donc Crime et Châtiment de Dostoïevski. D'accord? Pendant tout le temps, il y a un gars hyper intelligent qui se prend pour Napoléon, hein, Raskolnikov, et qui va croire que parce qu'il sait faire des concepts extraordinaires et tout, le concept sur Napoléon et tous les autres génies, il se donne le droit de pouvoir tuer une vieille et au passage sa nièce. Donc, là-dessus, c'est effectivement ce problème-là. Or, Raskolnikov est extraordinaire pendant tout le livre, hein, d'une intelligence extraordinaire à pouvoir exprimer son concept, y compris devant le juge d'instruction, qui commence à se dire celui-là, c'est un gros salopard et c'est lui qui est le coupable, mais il n'a aucun élément contre Raskolnikov, quoi. Donc, c'est à nouveau les histoires de QI, mais un QI sans cœur, et donc, je ne sais pas si vous savez comment ça se dénoue, cette affaire-là. Hein, eh bien, je vous conseille de le lire, mais même si je vais vous le dire, c'est que même en ayant été condamné parce qu'il est poussé par une, à nouveau, jeune et belle femme, revoyez mon texte, Sauver la patrie par la grâce de l'Esprit Saint, cette Sonia, hein, cette Sophie Semyonovna, je crois, eh bien, le pousse à se dénoncer. Parce qu'il faut, on ne peut pas avoir une intelligence sans cœur. En gros, c'est ce que lui dit cette Sophie. Alors, et il est donc dans le bagne, et encore pendant 8 ou 9 mois, il croit qu'il a fait une connerie en se dénonçant et compagnie, mais cette Sophie, avec cœur, donc cette Sonia, avec cœur, vient quasiment tous les 2 ou 3 jours le voir dans son bagne, et à un moment donné, il a sa révélation, donc c'est vers la fin, il a cette révélation, et il comprend que c'est l'amour qui sauvera le monde. Donc, c'est la dimension mystique. C'est le seul moment mystique de tout le livre. Donc, je vais bien faire des concepts, c'est très important les concepts, donc c'est toujours la double face hein, entre l'ermite mystique et d'un autre côté le théologien. Hein, donc c'est toujours le jeu entre celui qui conceptualise le monde et celui qui est en relation directe avec Dieu. Donc, et là, ça revient à nouveau un petit peu à cette dualité entre nous, les Occidentaux conceptualisants, très fort pour pouvoir faire un développement positiviste de l'économie. Et Christian, alors que tu es, je vois très bien, alors c'est sympathique parce que du point de vue de la tête, tu es très critique vis-à-vis de la société de consommation, qui est un pur travail de conceptualisation et qui a été mise en place d'une manière technique et donc, mais je ne vois pas comment relier ça au bon sauvage qui, lui, tu disais, hein, il a peut-être un excellent QI, mais en fait, il ne s'en sert pas réellement du point de vue technique, mais il s'en sert pour savoir quand les fruits ou quand les animaux passent d'un endroit à un autre pour pouvoir les chasser, quoi. Donc, et là, il y a donc cette dimension-là de cette dimension de rapport à la nature qu'il faut comprendre comme un rapport de rapport charnel à ce que croit le bon sauvage. Le bon sauvage croit que c'est des divinités ou des ancêtres qui ont placé là cette nature pour qu'il puisse survivre.
Voilà. Et donc, ça, c'est cet aspect plutôt rapport, pas seulement intelligence du style pouvoir faire des débats, etc., de pouvoir être par rapport à la propagande et tout, mais on est toujours soumis à la propagande, et c'est ce que je veux dire à Christian, si on n'ouvre pas son cœur. Et ça en direct avec ce que ne connaît pas, ce qui est inconnaissable, ce qui simplifie de manière simplifiée les monothéismes, on va appeler Dieu. Et je vais prendre un autre exemple, cette fois-ci tiré de la politique, et je vais vous montrer comment des gens très intelligents, l'un réussit, l'autre non. On va avoir les deux archétypes qui est d'un côté Asselineau et Macron, d'accord? On a un Asselineau, alors Macron, on sait très bien, parce que bon, il a tout l'appareil derrière lui, donc toute la propagande, et il a cette intelligence aussi, en quelque sorte, de pouvoir manipuler les foules grâce aussi à ses conseillers et autres. Mais Macron, pour moi, c'est un système, c'est pas seulement la personne en tant que telle. Hein. C'est tout un système qui est derrière lui, avec tous ses conseillers, hein, les visiteurs du soir et ceux qui sont officiellement ses conseillers. Et on arrive en fait à quelque chose de complètement terrifiant. Mais d'un autre côté, je dirais en fait, donc ça c'est l'intelligence pure, l'intelligence du matérialisme à outrance, qui sont fous de nous, qui ne sait pas nous aimer. Et je reviens à nouveau à Crime et Châtiment. Raskolnikov n'a que la révélation lorsqu'il enfin perçoit l'amour de Sonia. Mais on pourrait croire qu'Asselineau, oui, c'est autre chose, mais non, c'est la même chose que Macron. C'est article 50, c'est le fonctionnement matérialiste du monde sans sa dimension, disons, je dirais, charnelle, l'amour pour le peuple. Que, évidemment, la plupart des hommes politiques ne connaissent pas, et même celui chez qui j'étais avant, c'est-à-dire Dupont-Aignan, la dimension amour, il ne voit pas comment ça peut être lié politiquement. Et c'est pas que je veux faire de la propagande pour les prochaines élections, mais Marine Le Pen, on le sent, elle est en quelque sorte la Merkel plutôt nationaliste de la France. C'est-à-dire, on sent dans sa manière de s'exprimer plus de chaleur, et on voit très bien que les classes populaires ont ressenti ça. Voilà. Et c'est ce côté-là de l'intelligence ne peut pas tout, et même la négociation, le débat contradictoire ou le débat réflexif, etc. Il y a cette dimension charnelle et cette dimension en quelque sorte mystique de la lien entre un peuple et ses dirigeants. Je parle de Marine, mais il peut y en avoir plein d'autres, et c'est ce lien-là où on prendra cette fois-ci de gauche, et bien on prendra Jaurès, qui avait cette dimension vraiment charnelle avec le peuple ouvrier de France, hein, avant qu'il se fasse zigouiller. C'est ce côté « je vous aime », d'accord, qu'on peut adresser à une personne, mais qu'on peut aussi adresser à un peuple en entier. Voilà pour... j'espère que je ne suis pas tombé en dehors du sujet, mais c'est là où je voulais pointer du doigt, pas la tête, mais aussi le cœur. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup Eberhard, merci à tous les deux parce que c'est d'une richesse tout ce qui se dit. Alors effectivement, par rapport au sujet de départ, bah voilà, ça tombe comme ça, mais c'est très bien. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de fil conducteur. Hein. On peut le déplorer mais en fait non, je pense qu'il faut pas le déplorer. Et tu as très bien fait, Bora, de pointer en fait cette question-là. Cette question-là du cœur, cette question de l'amour, que quelque part, par mon interjection dans le domaine de Christian, qui voyait le truc, quand il a parlé d'individuel et d'intelligence individuelle, etc., ce que dit aussi d'ailleurs un peu Simone Veil hein, dans ses écrits, elle dit il n'y a d'intelligence qu'individuelle. Moi je pense que évidemment l'intelligence s'incarne dans une individualité systématiquement, mais l'échange, le débat, le collectif, forcément nourrit son intelligence. Il n'y a pas d'intelligence isolée qui arrive de l'espace. Mais comprends-moi bien, je ne veux pas désactiver ce que dit Christian, je dis seulement que la deuxième jambe, hein, c'était juste c'est la deuxième jambe. Non, quoi. Je suis complètement mais moi non plus, je ne veux pas le désactiver. Mais dans le collectif, quand je veux dire, si j'ai introduit ça, et quelque part c'était une façon, même si je ne l'ai pas exprimé, je n'ai même pas pensé, je parlais de l'amour,
forcément, il y a un rapport à l'autre, il y a un rapport sentimental, forcément, avec l'autre. Surtout si tu fais du vrai débat, que tu as envie de comprendre l'autre, de discuter avec lui, de te nourrir, de le nourrir, etc. Il y a forcément une dimension sentimentale. Là, je pense que voilà, il faut réussir, il faut conjuguer les deux, il faut l'incarner, et c'est forcément, voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a des personnalités politiques et que la politique ne peut pas se faire de façon complètement désincarnée. Je ne le crois pas. Hein. On parlait hier soir dans une réunion avec d'autres collectifs de fait d'avoir des représentants, des délégués, etc., etc. Moi, je pense que c'est indispensable parce que les gens ont besoin de s'identifier aussi, justement de vivre, enfin, de cette communion justement collective. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Tu as très bien fait, enfin, Eberhard, tu as très bien fait de le pointer, même si par rapport au sujet au départ, bon, effectivement, on prend une voie de traverse complète, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit bien que, quelle que soit l'intelligence, QI, ou même la connaissance, donc esprit critique, les communicants, de toute façon, ils ne s'adressent pas à ça. Ils s'adressent au cœur, ils s'adressent aux émotions. Ils manipulent par les émotions. Et y compris, et ça fonctionne, y compris sur des gens extrêmement, qui ont un haut QI et qui ont des hausses connaissances. Parce que l'émotion... Bah, elle te vient pas t'étais pas immunisé. Enfin, après, tu peux essayer de le filtrer par l'esprit critique, etc., évidemment, hein. Mais ça demande un véritable effort pour y parvenir. Je dirais, par exemple, enfin, la manipulation de masse qui a eu lieu, par exemple, de l'attaque des Palestiniens du Hamas au mois de octobre dernier. Enfin, c'en est un exemple. Il y a plein de gens extrêmement intelligents et extrêmement connaissants qui sont tombés dans cette manipulation par des sentiments, hein, des émotions. Je dis bien, j'insiste bien, des émotions. Justement parce que ce qui leur est, un Macron, etc., ils jouent là-dessus. Hein, c'est le propre des communicants, c'est d'être que là-dessus, que sur les émotions, sur les prédicats. Mais là, on n'a jamais accès aux sentiments. Et c'est, je pense, la clé effectivement de tout ça, c'est de réconcilier tout pour que justement, au travers du sentiment et non pas de l'émotion, eh bien, on arrive à conjuguer l'amour et l'intellect et la connaissance et et les concepts et toutes ces choses, et toute l'intelligence, je dirais. Et je pense que c'est le sentiment, c'est ça la différence, je dirais. C'est ça le sentiment, la différence avec l'émotion. L'émotion que même les animaux, tous les animaux, enfin peut-être pas tous les animaux, mais une grande partie des animaux ressentent. Hein. Après peut-être qu'ils ressentent aussi des sentiments, mais ça on ne le sait pas. Mais voilà, c'est au travers de ça. C'est pour ça que la dimension sentimentale, effectivement, est très importante. Et sans doute une des plus difficiles à... Est-ce qu'on peut la travailler même? Je ne sais même pas si ça a un sens. Donc voilà, mais il faut voilà. Christian, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à réagir par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Alors, l'amour du peuple. Eberhard dit qu'il manque la dimension, quand je parle du rapport des hommes politiques, des communicants politiques, et que je fais l'analyse critique, je ne parle pas de l'amour du peuple. Alors, je vais en parler. Hein. Mais il faut faire un distinguo tout de suite entre amour du peuple et puis ce qu'on vient d'évoquer là, c'est-à-dire la communication par l'émotion. C'est-à-dire qu'une communication politique qui vise à toucher les gens dans le domaine émotif, vous êtes dans l'émotion et par la rationalité, c'est pas. Alors ça ressemble, hein, c'est un peu comme du Canada Dry, ça ressemble à dire je vous aime, vous souffrez, je sais que vous souffrez, ça, voilà, je suis là pour vous aider. Bon,
C'est de la commisération, hein, c'est de la bienveillance. Est-ce que c'est de l'amour du peuple? Alors, je ne pense pas. Je pense même que c'est malheureusement très souvent le contraire. C'est-à-dire que c'est un outil de démagogie qui est censé fonctionner. On touche à l'émotion. L'amour du peuple en politique, est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'il a beaucoup existé? Robespierre disait que la qualité, enfin la composante numéro un d'un homme politique, c'était la vertu. Et pour avoir lu beaucoup des œuvres de Robespierre, qui sont extrêmement importantes, hein, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, Robespierre fait quasiment une synonymie entre la vertu et l'amour du peuple. Et le fait que il a été sans doute, pendant une période assez courte, quelques années, mais aimer du peuple et avoir une popularité extraordinaire, et pas à partir de victoires, disons, retentissantes, guerrières, comme la popularité. On ne peut pas comparer la popularité de Robespierre à la popularité de l'empereur Napoléon Ier, pas du tout. Et d'ailleurs, au sein de la classe politique, on appelait Robespierre l'incorruptible. Et il était précisément populaire à un point, il était l'homme le plus puissant de France parce que le peuple ressentait, savait que c'était le seul qui était incorruptible et que donc c'était le seul, lorsqu'il disait quelque chose, il ne le disait pas parce qu'il y avait un intérêt derrière, alors qu'à cette époque-là, tous les politiques étaient corrompus, tous, sauf lui. Bon. Il incarne donc effectivement cet idéal de l'homme politique qui a l'amour du peuple. Et puis, donc ça c'est un distinguo très important. Hein, voilà. C'est pas parce qu'on a un discours politique émotif qu'on aime le peuple. Souvent d'ailleurs, c'est louche. Voilà. Et ça, l'habit ne fait pas le moine et dans ce domaine-là. Après, la deuxième chose, c'est cette affaire de démocratie représentative. Qu'est-ce que c'est exactement que la démocratie représentative, hein? Bon, ça a remplacé la monarchie, ils ont mis à bas la monarchie, ils ont dit on va faire une démocratie représentative. Alors bon, vous savez tous, celui qui a fait la démocratie représentative s'appelle Emmanuel Joseph Sieyès, et il a dit le 16 septembre 1789, devant l'Assemblée constituante, mes chers amis, nous avons fait la révolution pour que le peuple ait le pouvoir, notamment de faire les lois pour les législatifs, et parce que nous aimons le peuple, mais je viens de me rendre compte que nous avons un problème, c'est que le peuple n'a pas assez de temps et n'est pas assez instruit, on y arrive, pour donc faire la vraie démocratie. Donc on ne peut pas l'aimer parce qu'il n'est pas assez instruit. Et donc nous allons faire la démocratie représentative. Et alors on pouvait imaginer à partir de là que lorsque un siècle ou 2 siècles plus tard, avec la progression des connaissances, la progression de l'enseignement, eh bien, l'homme allait devenir beaucoup plus instruit et n'aurait plus besoin de représentants, hein, qu'il était capable de s'exprimer lui-même dans une multitude d'assemblées citoyennes locales, etc. Eh bien non, nous en sommes exactement au même point que le 9 septembre 1789, à savoir que les promoteurs de la démocratie représentative, c'est-à-dire 100% des hommes politiques, petits ou grands partis, considèrent que l'homme de base, citoyen de base, n'est pas assez instruit pour... Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que... Alors, comment se fait-il que l'homme soit plus instruit après tout ce qui s'est fait? Eh bien, c'est parce que le système capitaliste, croissanciste, oligocratique, a fait en sorte que la connaissance ne s'accompagne pas d'esprit critique, qui est donc une espèce de connaissance comme ça, disons, lexicale, alors que la vraie connaissance, et donc je rebondis sur mon raisonnement de tout à l'heure, la vraie connaissance, c'est la pensée critique, voilà. Et que donc tant que nous n'aurons pas une promotion
de la pensée critique comme élément majeur de l'enseignement des petits-enfants, ce qui est totalement évacué du système éducatif, eh bien, nous aurons toujours la nécessité d'avoir un groupuscule de 500 ou 600 représentants qui vont décider de tout. Bon. Ça veut dire qu'on n'aime pas le peuple. Si on aime le peuple, si on aime les gens, si on veut qu'il y ait une vie politique, qu'il y ait une architecture politique vertueuse, hein, il faut développer la pensée critique dès le plus jeune âge chez les enfants. Alors, comment je fais le lien entre pas de pensée critique, pas d'amour? Eberhard. Oui, ben, je te donne complètement raison, hein, Christian. Je ne suis pas qu'un tenant de la mystique dans les nuages et compagnie, comme pourrait être un ermite. Et encore, des fois, même les ermites ont plus de connaissance des hommes qu'autre chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent les voir. Et ils voient toute la misère du petit peuple, et même des fois des prêtres et autres. Hein. Donc, pourquoi toute cette misère? Parce que maintenant, tu as posé ce constat, c'est qu'en fait, je vous le disais déjà, l'homme pris collectivement, et déjà Platon, ça le faisait enrager, de ce gros animal, quoi. De ce gros animal qui, parce que ses habitudes, parce que son, comment on appelle ça, il ne veut pas avoir à creuser. Je veux dire, globalement, les êtres humains ont besoin qu'on les materne, qu'on les protège, qu'on leur mente, qu'on leur mente. Ils veulent qu'on leur mente parce que c'est plus facile, vous comprenez bien. C'est cette et on va avoir que quelques exceptions. Alors, il s'appelle Robespierre ou autre, hein, qui vont se dire bah, je vais penser finalement à votre place et je sais ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça qu'après on a ces massacres et autres guillotines de masse qui fonctionnent. Parce il y a et il voulait pas, il avait suivi Rousseau, Robespierre, et Rousseau, il voulait pas de la démocratie représentative, mais finalement, ils s'en sont bien convenus, même Robespierre et les autres, et ils ont fabriqué des institutions qui devaient mieux fonctionner, et bien à cela, évidemment, des périls extérieurs, et ils avaient peur d'une révolte intérieure de la noblesse et autres, et logiquement, comme il y a des intérêts qui étaient divergents, eh bien, il fallait réagir pour pas que cette révolution soit cassée et entraîner le cycle des violences. Donc, et de part et d'autre, il y a eu des massacres, hein, il ne faut pas oublier, hein, les massacres des révolutionnaires. Tu avais telle figure de la Révolution qui disait, je ne me rappelle plus, c'est les massacres de septembre 91 ou 92, je ne me rappelle plus, après le départ du roi, et on a tué, on a sorti les aristocrates des prisons, comme la duchesse de Lamballe, et on l'a tué, on l'a même décapité, quoi. Et ça, c'est le peuple qui a suivi d'une manière complètement bête, mais de l'autre côté, il y a eu les mêmes tendances aussi. Il n'y avait pas de... Et donc, c'est bien, effectivement, il faut arriver à trouver un équilibre entre l'esprit et les émotions. Enfin, les émotions, elles ne sont pas mauvaises en tant que telles, mais il faut faire grimper les émotions à un niveau sentimental et que ce sentiment puisse s'exprimer clairement. C'est ce que voulait Rousseau. Mais bon, on a sous-estimé l'incapacité toujours pendant. C'est le côté un peu scientifique hein, qui a primé à partir des Lumières. On a pensé que grâce à la science, on allait pouvoir faire des choses d'une manière bien positive. Et le positivisme du 19e siècle, avec seulement la partie matérialiste et non pas spirituelle, est devenu en quelque sorte panacée. Mais après, qu'est-ce que tu veux, les citoyens et les consommateurs ont voulu surtout pouvoir vivre mieux et tout le reste, ben, ils ont laissé d'une manière assez lâche. Enfin, c'est lâche, mais c'est une lâcheté généralisée. On laisse finalement les politiciens gérer leur boutique, la boutique des institutions collectives.
Merci beaucoup, Eberhard. Effectivement, moi, j'abonde dans ce sens-là en disant, c'est un peu, j'en reviens à la définition qu'on avait donnée de la spiritualité, parce que toi et moi d'ailleurs, et qui se termine en disant, ça nous permet de vivre plus sereinement, plus confortablement au quotidien, c'est-à-dire que sans nous poser des questions en permanence. Le problème de l'esprit critique, c'est qu'il nécessite une vigilance de tous les instants. C'est épuisant. Honnêtement, c'est épuisant. Et pour des gens qui sont comme nous, appelons-nous des intellectuels, passe-moi ce qualificatif, mais pour les trois quarts des gens, ils n'ont pas envie de ça. Ils ont envie de vivre tranquillement, sans se poser sans cesse des questions, sans être sans cesse sur leur garde. Sans devoir se documenter, sans accéder à la connaissance et tout le reste. C'est un effort considérable de l'esprit critique. Alors, je ne suis pas en train de militer contre l'esprit critique. Je constate simplement, je ne suis pas en train de... Au contraire, bien évidemment au contraire. Mais je constate que ce n'est pas praticable de manière permanente et généralisée. Ouais. Et donc, à partir de là, comment dire, c'est comme le chat en définitive qui se blottit contre nous. Quand il se blottit contre nous et qu'il ronronne, il n'a pas besoin de se protéger des prédateurs, il n'a pas besoin de chercher de se mettre à l'abri de la pluie, il n'a pas besoin de s'inquiéter pour sa nourriture. Voilà, c'est ça le gros animal. Et nous sommes cela. Nous sommes aussi cela. Et c'est justement l'amour, quelque part, qu'on va porter à son chat et qui nous porte, qui va faire que, ben voilà, on va vivre comme ça sereinement. Voilà, moi Et je veux reprendre cette image du chat. Tu es en fait le dieu de ton chat. Oui, complètement. D'accord ? Et donc, quand il y a des situations de crise, bon, on ne va pas reparler du chat, mais de cette fois-ci des êtres humains, quand ils sont dans une crise, alors que ce soit les guerres comme on avait eu 14-18, 40 et compagnie, d'un seul coup, ils se tournent vers un sauveur. Et tu peux faire ce que tu veux, tu peux toujours essayer de dire ah ben non, il ne faut pas de sauveur et tout, mais ils vont se tourner vers celui qui les a compris, hein, je vous ai compris. Donc, voilà, et tu peux rien contre cette dimension anthropologie. Elle est tellement ancrée en nous, parce qu'en fait, le problème, c'est que ce sauveur, bah, au bout d'un certain moment, il est parti, et on le fait partir. Hein, mais c'est le mécanisme de René Girard. Oui, c'est ça. En fait, c'est la source, c'est le truc de René Girard. Je prends deux extrêmes, Jésus, De Gaulle, hein, on ne va pas les comparer sur le contenu des choses, mais on se dit, à un moment donné, le peuple en a marre, quoi. Et il a été éliminé, hein, puisque c'est le peuple, disons, instigé par un peu les pharisiens, disant oui, non, on veut Barabbas, on veut pas Jésus, crucifier Jésus, mais parce que c'est la meute, d'un seul coup, qui a été retournée d'un instant à l'autre, parce qu'il y en a qui savent bien manipuler. Hein, à nouveau, la manipulation, tu vois. En fait, les évangiles, c'est tout ce qui s'est passé dans les évangiles, on le retrouve aujourd'hui, où lors des hitlérisme, c'est une sorte de manipulation, on retourne une foule avec des éléments quand même rationnels et concrets. Maintenant, c'est pour ça que je dis... Et aussi par les émotions. Oui, évidemment, par les émotions, par des éléments concrets et des émotions. Parce qu'il y a un site très intéressant sur le hitlérisme, c'est TIK History en anglais. Et il démonte tout ce qu'on nous a raconté sur... c'est un anglais. Hein, et il nous démontre tout ce qu'on nous a raconté par rapport aux montées de l'hitlérisme. Donc, toutes les mythes qu'a créé Hitler et toute sa bande pour dire oui, Versailles, ça nous a écrasés, etc. En fait, ils n'avaient pas reçu assez sur la tronche, les Allemands. Hein. Et c'est l'Allemand que je suis qui le dit. Hein. Voilà. Enfin bon, c'est un autre sujet, mais d'une manière connexe ou pas, c'est donc toute cette mécanique de la manipulation de masse qui peut être bénéfique et néfaste. Voilà. Et on a des exemples dans l'histoire autant qu'on veut.
Oui, voilà. Enfin, bon, moi, je reviens sur ça, hein, pour recentrer un peu, si on peut dire qu'il y a un centre dans ce débat. C'est ce besoin de confort et de sérénité qui est, voilà, qui est profondément humain et dans notre nature profonde, et même gros animal, donc plus transcende même notre espèce, quoi. Un dernier mot peut-être, Christian? Ben, juste alors deux mots. C'est. Ah, t'as le droit qu'un. Ah bon, alors, si j'ai le droit qu'un, alors je vais choisir. Mais non, je déconne. Parce que j'avais un mot sur la spiritualité et un autre sur la pensée critique. Donc, si je dois choisir, je vais parler que de la spiritualité. Je répète que je ne suis pas d'accord pour dire la spiritualité, c'est quelque chose qui doit nous amener à la sérénité, à la tranquillité. Ça, c'est la religion. C'est-à-dire que, voilà, non, pour moi, c'est la religion qui nous met dans le confort. La spiritualité, c'est le problème. Celui qui est dans une démarche spirituelle, de mon point de vue, hein, voilà, dans une démarche spirituelle, hein, il n'est pas dans ces démarches parce qu'il recherche le confort, la sécurité, la tranquillité d'esprit. Il est dans une recherche. Il cherche quelque chose. Il cherche la connaissance, il cherche la transcendance, il cherche retrouver ou atteindre tout ce que vous voulez, tout ce dont on a parlé déjà X fois. Et encore une fois, ce que tu décris, c'est le tropisme de la religion. La spiritualité est dans le. Il y a, bon, sans arrêt, je réagirais Les en chats disant n'ont pas de spiritualité, et les chats n'ont pas de religion. non, Voilà mon argument. non, pas de religion, les chats. Alors, attention, non mais que lorsque tu dis l'homme recherche la tranquillité, il recherche pas la difficulté, il recherche la tranquillité. Oui, d'accord. Bien sûr on est d'accord avec ça. Bon, mais oui, mais le moyen, c'est pas la spiritualité, c'est la religion. La recherche spirituelle, c'est une recherche qui te met pas dans le confort. Voilà. Bon, et après, je ne parle pas de la pensée critique, c'est quelque chose de fatigant. Bon, j'ai pas le temps, mais non, d'accord, c'est pas fatigant. C'est pas fatigant parce que c'est une autre façon d'aborder la connaissance qu'on qu'on nous a pas appris parce qu'il y a un système qui veut qu'on ait une certaine posture vis-à-vis des connaissances. Si on voulait qu'on ait une posture, l'esprit critique, comme je disais, l'attitude critique, c'est une attitude quotidienne, 24 sur 24, qui fait que tu as du recul sur tout. Et je dirais, moi, qui suis dans cette démarche spirituelle, la pensée critique, ça m'apporte la sérénité. Je suis un exemple vivant, la démonstration de ce que je prétends. Bon. L'enregistrement de secours à ce. C'est bien, au moins il se sent bien dans sa peau. Bon, ben c'est très bien. C'est ça qui compte. Hein, grâce à la pensée critique. Oui, non, mais je ne nie pas. On ne peut pas opposer moi, je la ne vais religion pas à la nier le fait que spiritualité. je pense également, enfin je l'espère tout du moins, L'enregistrement est en cours. être également quelqu'un qui fait œuvre au quotidien de pensée critique et à chaque instant, je dirais. Mais, et que ça apporte une certaine sérénité. Et voilà. Mais c'est aussi un effort. C'est fluide. Dans notre monde, en tout cas, c'en est. Je dirais c'est une jouissance. C'est pas un effort, c'est un plaisir, une jouissance. Non, moi, c'est aussi je pense que c'est pas souffrance. bon d'opposer la spiritualité à la religion. Il y a de la spiritualité aussi dans la religion. Non, mais il y a de la spiritualité aussi dans la religion. Tu ne peux pas dire que c'est soit l'un ou l'autre. Je peux parler des mystiques. Spiritualité plus large. Oui, mais voilà. Mais d'accord. Là, je préfère comme ça. Mais, oui, mais absolument. Tendance à opposer l'un à l'autre, quoi. Non. Je n'oppose pas. J'ai voulu juste faire reformuler. Voilà. Ce que je ne veux pas, c'est assimiler, mais je n'oppose pas. Il n'y a pas de synonymie. C'est peut-être. Alors, une sérénité, je reviens. Je ferme votre parenthèse qui était pertinente. C'est quand même aussi une souffrance
Parce que cette jouissance, bah voilà, c'est une jouissance très solitaire, je dirais, parce que c'est quand même, on la partage quand même très peu. Hein. Bah encore hier soir, je vais le refaire. Quand je vois le nombre d'illusions qu'ont les gens sur des choses, sur plein de choses, c'est une souffrance de voir ça. Enfin, moi, je souffre énormément de ça. Donc, c'est certes une certaine sérénité, mais c'est une sérénité. euh, enfin, je voudrais pas prononcer le mot égoïste, mais je vais le prononcer fatalement. Mais quelque part, qui est très égoïste dans ce cas-là, parce que dès que tu te confrontes aux autres, bah, tu te rends compte que c'est, enfin, je parle en population générale, quoi, voilà. Tu te confrontes justement à cette absence d'esprit critique. Et pour moi, oui, moi, c'est une souffrance. Donc, il y a une certaine sérénité, mais il y a aussi beaucoup de souffrance. Enfin, pour moi, ce qui me concerne. Débat intéressant. Problématique intéressante. Mais on n'a plus de temps, mais Non, voilà une c'est vrai. problématique très intéressante, ce que tu soulèves. Bien. C'est peut-être aussi ce qui est un moteur pour moi. Hein. Voilà. Messieurs, bah, je vous propose qu'on en reste là, à moins que vous vouliez ajouter un point, quelque chose encore. Déborah? Non. Eh bien, merci beaucoup. Bon, je pense qu'on a beaucoup dévié par rapport à notre point de départ, mais c'est pas très très grave dans le fond. Je demanderai à Claude s'il veut ajouter quelque chose, une petite capsule personnelle. Merci messieurs, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.